Bonjour et bienvenue à ce replay de notre webinaire du 18 septembre dernier consacré à la kinésithérapie et au cancer du sein. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons bientôt commencer. Déjà, au nom de l'URPS, je voulais vous remercier de vous être connectés ce soir pour ce webinaire qui a déjà été présenté l'année dernière et qui avait eu un véritable succès. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de le refaire. Ce webinaire va être enregistré, mais vous pourrez vous poser vos questions à la fin et on n'enregistrera pas les questions. Donc, je voulais remercier Véronique Fauré, ma sœur kinésithérapeute, et docteur Antoine Desvergers d'avoir accepté de recommencer ce webinaire qui, vous verrez, sera très enrichissant, très intéressant. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc Antoine Desvergers, moi je suis médecin de médecine physique et réadaptation au CHU à Caen. Et puis j'ai d'autres activités au sein même du CHU ou ailleurs. Et puis c'est à moi que revient la lourde tâche de commencer cette présentation. Et les choses les plus intéressantes seront présentées par Véronique par la suite. Et là, vous serez beaucoup plus à l'aise. Hop, il y a un micro qui est encore ouvert. Tac. Normalement, on doit faire mieux, hein. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et j'admets les gens qui arrivent en retard. C'est ça, hein. Tac, un peu d'épidémio pour mettre tout le monde dans le bain, même si on radote un petit peu, hein, je suis désolé, c'est des choses que vous connaissez déjà. C'est un cancer très fréquent, hein, avec plus de 61 000 nouveaux cas l'année passée. C'est un chiffre assez stable, hein, même si je vous ai mis les chiffres de 2018, avec une répartition qui va bien sûr vers le cancer le plus répandu, l'intérêt d'en parler ce soir, et avec une prise en charge maintenant qui est très claire, alors qui évolue tout le temps, mais qui représente un grand nombre de femmes atteintes. C'est le premier cancer féminin en fréquence. C'est pas évident de tout faire en même temps. Malheureusement, encore des décès annuels importants. Vous voyez, 12 000, là aussi, c'est assez stable. Non, t'inquiète, je le fais. Près de 80 cancers donc développés après 50 ans. L'âge moyen 64 ans. Donc l'âge moyen 64 ans, il ne faut pas se baser sur le fait que ce ne sont que des dames qui sont au-delà, on va dire, de la soixantaine, hein. Bien sûr, vous le savez très bien, et pour probablement en prendre en charge, on a aussi énormément de femmes jeunes qui présentent des cancers et qui auront la nécessité d'avoir des soins. Une femme sur 8 dans sa vie aura un cancer entre 50 et 74 ans, voire plus tôt, ce qui représente un nombre très conséquent d'atteintes. Donc tous ces chiffres, hein, vous les connaissez par cœur, vous les retrouverez un petit peu partout. Mais grosso modo, le message, c'est une atteinte très fréquente et la nécessité d'une prise en charge complète avec un parcours de soins qui soit complet. Pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, la phase a été à l'augmentation dans les années 80 de ce type de cancer, puis s'est stabilisé. Alors, on peut y mettre plein de facteurs, hein, en particulier le facteur dépistage qui a changé quand même énormément de choses et qui reste très, très important, donc particulièrement bien fait en France et qui permet de dépister des cancers précoces. Donc ça, c'est vraiment la phase d'accélération, puis après, une stabilisation avec la surveillance qui s'exécute. L'aspect de la mortalité, là aussi en déclin, enfin là-dedans, pardon, là aussi c'est l'inverse, là, à l'inverse en déclin, avec un taux de survie à 5 ans qui est de 87%, et vous voyez un taux de survie à 10 ans de 76%. Donc on est dans une atteinte qui devient une atteinte chronique, ce qui va être d'autant plus important sur le plan fonctionnel, puisque cette atteinte chronique, si elle entraîne aussi une atteinte, il faudra faire attention. Dans le cancer du sein, le rôle des kinésithérapeutes, alors bien sûr, je vais prêcher pour la paroisse, hein, ne vous attendez pas à ce que je dise que ça sert à rien, c'est pas du tout le propos du jour. Le problème de santé, il va être pris en charge par les cancérologues et les chirurgiens du cancer du sein, d'ailleurs que je remercie pour certaines slides qui m'ont été prêtées. Et on va s'occuper de l'activité et surtout remettre
toujours la même chose dans la classification internationale du handicap, hein, la patiente vers son rôle dans la société, en tout cas celui qu'elle veut, en prenant en compte tous les éléments qui sont autour d'elle, les facteurs environnementaux, les facteurs personnels. Tout cet aspect-là va nous concerner dans une prise en charge holistique, hein, qui sera plus que de la cancérologie, mais bien tout ce qu'il y a autour pour avoir une prise en charge qui soit réellement efficace. Et en particulier, vous le verrez tout à l'heure, mais les antécédents, et les antécédents au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales, au niveau de la peau, vont être particulièrement importants à connaître pour avoir une prise en charge qui soit efficiente. Les traitements, ils sont très nombreux, je vais vous les lister tout à l'heure, mais à gros traits. Et les déficits, malheureusement fonctionnels, peuvent être aussi très nombreux et de plusieurs origines, soit par le cancer en lui-même, en fonction de sa localisation et de son étendue. Les actes thérapeutiques alors, jouent un rôle principal, et puis bien sûr, on va parler principalement de la chirurgie, mais il ne faut pas oublier la chimiothérapie et la radiothérapie en particulier, et puis toutes les complications qui sont inhérentes à toutes les prises en charge médicales et médico-chirurgicales en particulier. Donc, là encore, des petites photos pour exposer, mais la radiothérapie à gauche, vous voyez que c'est une position particulière avec ce bras, ce membre sup qui doit être positionné comme vous le voyez sur la photo. Il faut pouvoir avoir cette position et la tenir pendant 10-15 minutes sans avoir de douleur, ce qui n'est pas forcément évident puisque ça arrive très rapidement dans la prise en charge. Les chimiothérapies et toutes les complications, enfin, en tout cas les effets indésirables de ces chimiothérapies vous sont connus, qu'ils soient des chimiothérapies qui soient IV ou maintenant Péros aussi, et puis la chirurgie dont on va pas mal parler. Donc dans le parcours de la patiente, là encore une fois à gros traits, hein, on pourra reparler des éléments spécifiques par la suite, mais il y a quand même les antécédents dont je vous parlais tout à l'heure qui sont pas à méconnaître, hein, puisque une atteinte déjà de l'épaule, ce qui arrive quand même fréquemment quand on a 64 ans, l'âge médian, il va falloir le connaître et la prise en charge et le prendre en charge, puisque on va avoir des difficultés supplémentaires, surtout si c'est du côté homolatéral au cancer. Voilà, à gros traits, je vous l'avais dit, on part de la chirurgie mammaire, la chimio, la radiothérapie. D'ailleurs, j'aurais dû inverser, c'est plutôt radiothérapie et chimiothérapie, je ne me suis même pas fait réflexion. La reconstruction et l'hormonothérapie qui va suivre. Quand est-ce qu'on fait de la rééducation? Eh bien, écoutez, je vais être assez direct. Après la chirurgie, pendant les traitements, avant et après la reconstruction, et par la suite pour pouvoir faire l'entretien, les gains et éviter les effets indésirables des traitements. Donc, grosso modo, vous l'aurez compris, un peu tout le temps, l'indication du suivi et de la prise en charge s'exécute. Pourquoi? Eh ben, on va les voir tout à l'heure, hein, c'est toujours les mêmes choses, les troubles trophiques, les troubles posturaux. Le musculo-squelettique qui va être important, les aspects vasculaires et bien sûr les prises en charge des complications et les mises en évidence de ces complications qui dévolue à la prise en charge qui se fait à l'extérieur des hôpitaux en règle générale ou des cliniques et qui peut vous incomber en fonction de ce que vous aurez patient. Donc, je réponds à ma question de tout à l'heure, qui ne va pas vous surprendre. Quand est-ce qu'on fait de la massokinésithérapie? Eh bien, tout le temps. J'aime beaucoup ce truc. Je suis désolé si vous ne l'appréciez pas. C'est vraiment le couteau suisse qu'est la rééducation dans la prise en charge du cancer du sein. On a encore beaucoup de travail pour pouvoir le mettre de manière pas systématique, parce qu'il n'y a probablement pas besoin de manière systématique, mais en tout cas avoir les bonnes indications au bon moment et pouvoir indiquer des professionnels qui soient formés ou qui soient sensibilisés me paraît particulièrement important et à tous les moments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, salle d'attente, c'est fait. La prise en charge chirurgicale, qu'on fasse un petit focus dessus. Les chirurgies, on va partir du cancer le plus simple. Enfin, le plus simple, un cancer n'est jamais simple, mais disons que des petites chirurgies, si on peut appeler ça comme ça, même si je déteste le terme petite, mais des chirurgies conservatrices, qui est la tumorectomie, qui porte d'autres noms, hein, mais en tout cas quelque chose qui ne soit pas invasif et qui soit assez limité. Alors, cette taille limite, c'est toujours un élément dont les femmes parlent. Il faut toujours avoir en tête qu'il y a ce rapport entre la taille de la glande et la taille de la tumeur, hein. C'est pas,
c'est vraiment à prendre en compte et c'est pris en compte dans les traitements, dans la chirurgie, en fonction de la taille du sein en lui-même. La taille de la tumeur va avoir une importance plus ou moins grande. Il faut se rappeler qu'il y a une marge d'exérèse, c'est-à-dire qu'on ne retire pas que la tumeur. Quand je dis on, c'est bien sûr le chirurgien. Je ne suis absolument pas chirurgien et je n'aurais pas pu l'être. Donc on va plus loin. Le chirurgien va plus loin que la tumeur en elle-même. Il faut vraiment être en marge saine. En la règle générale, jusqu'à l'aponévrose du grand pectoral qui se situe en arrière et qui, vous allez le voir tout à l'heure, sert de repère, hein, si j'en crois tous les chirurgiens avec qui j'ai pu travailler, sert de repère pour pouvoir être sûr d'être en limite saine. Et qui, bien sûr, pour nous, dans la thérapie, va changer pas mal de choses. Toujours suivi par la radiothérapie, hein. Alors, le toujours en médecine mérite toujours les bémols, puisqu'il n'y a jamais de vérité absolue, mais en règle générale, quand même, il y a la radiothérapie derrière. Les chirurgies plus radicales, donc là, on va attaquer les mastectomies, c'est-à-dire la chirurgie qui va retirer la plaque aérolo-mamelonnaire. Donc l'ensemble du sein va être retiré. Vous l'imaginez bien, encore une fois, par ce plan en arrière du grand pectoral et de son aponévrose, avec comme indication, alors d'une part le choix de la patiente qui est à respecter, les impossibilités tout simplement de faire la tumorectomie parce que c'est trop gros par rapport au sein, parce que c'est invasif, parce que les lésions sont multiples, parce qu'il s'agit de lésions inflammatoires aussi et de type de haut grade cancérologique qui indiquent la mastectomie complète et toutes les contre-indications qu'il peut y avoir à d'autres traitements qui vont venir derrière. Il faut être en limite plus que saine dans ces cas-là. La mastectomie, alors ça, c'est un film qu'on avait réalisé avec Jean-François Lebrun aussi. Pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une mastectomie, peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance d'aller au bloc, mais c'est quand même comme ça qu'on comprend le mieux les choses. Donc là, on parle bien de la mastectomie, le chirurgien va retirer la glande. Alors avant, on faisait un film avec Véronique, mais on a eu un peu trop de soucis de malaise pendant la diffusion du film, donc on a arrêté. Et puis en plus, comme vous êtes chez vous, là, qu'on ne peut pas vous surveiller, c'est pas terrible. Alors, je ne peux plus passer en manche les tableaux. Oui, c'est reparti. Donc au bistouri électrique, pouvoir enlever toute la glande. Donc il y a beaucoup de tissu adipeux, hein. Ce tissu adipeux, il n'est pas fait pour rien, il est fait pour avoir des surfaces de glissement qui permettent aux articulations de fonctionner. En l'occurrence, là, on va beaucoup être focalisé sur l'épaule. Vous le voyez, la dissection s'effectue jusqu'au plan du grand pectoral que vous voyez en dessous, qui apparaît bien à vif, hein. Et là, vous pouvez comprendre pour beaucoup, la cicatrice va venir plus coller forcément, puisque le plan de glissement qui est la graisse va être retiré et on va obtenir cet aspect rapidement fibreux qu'il va falloir prendre en charge pour entretenir ce glissement et faire en sorte que le mouvement ne soit pas gêné par cette cicatrice. Et puis, vous le voyez avec l'outil dont je ne rappelle plus le nom, c'est terrible, j'avais ça dans la tête tout à l'heure, mais je ne l'ai plus, qui va étendre vers le creux axillaire, et voilà le creux axillaire qui apparaît. Là, on est sur le ganglion sentinelle, donc il y a du monde là-dedans, hein, il y a une artère au bout, et vous voyez une veine aussi sur la photo, il faut faire attention, retirer le ganglion sentinelle qui est l'élément le plus fréquent, et puis curage axillaire si nécessaire, mais en tout cas, là d'aller repérer le ganglion. Et par la suite, on referme, le chirurgien referme, et puis vous allez voir, forcément, quand la glande est retirée, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va en parler tout à l'heure, mais cette cicatrice, elle est bien sûr le moins possible, mais elle est tout de même sous tension, hein. Il manque une surface cutanée qui est non négligeable, et donc cette cicatrice, elle va être à prendre en charge, non seulement parce qu'elle peut coller au plan du dessous, mais en plus, il va y avoir une rétraction tissulaire, en tout cas une diminution tissulaire, puisque la glande a été retirée.
Donc, ce qui démontre bien la nécessité de la prise en charge par la suite, parce que le grand pansement, alors je ne sais plus si j'ai mis la photo des pansements ou pas, mais va bloquer le mouvement. Très rapidement, si on laisse les choses se faire, les femmes vont se trouver en attitude du traumatisé du membre supérieur, hein, avec le coude au corps. Et ce coude au corps, plus la fibrose, bien sûr, va bloquer le mouvement et rendre les choses d'autant plus compliquées. Donc l'importance de pouvoir les mobiliser très tôt, de pouvoir aussi rassurer, parce que quand on se réveille, vous imaginez bien que le traumatisme psychologique et physique est majeur, donc vraiment préparer avant et pouvoir les accompagner rapidement, ce qui est fait dans tous les centres, pour pouvoir essayer de libérer le mouvement le plus tôt possible, ne pas avoir de séquelles trop importantes. De plus, hein, les redons participent toujours à cet aspect un peu difficile, hein. Quand vous voyez ces tubes qui sortent de votre thorax, on s'imagine toujours plein de choses. Et ça, c'est toujours un retour des patientes qu'on a régulièrement quand on les interroge, en tout cas. Et un réveil qui n'est pas forcément évident. Donc, pas mal d'éléments à prendre en charge. La chirurgie ganglionnaire, bah, vous l'avez rapidement vu sur la photo, toujours le ganglion sentinelle. Donc c'est la fameuse diffusion que je vous ai montré tout à l'heure avec les réseaux verts du réseau lymphatique. Cette tumeur, elle peut partir vers le ganglion sentinelle, donc sous-axillaire, que le chirurgien va aller rechercher, retirer et analyser, et qui va participer par la suite au reste de la prise en charge et à poser les indications d'éventuelles chimiothérapies, quelle chimiothérapie, etc. Donc, particulièrement important. Et si jamais il y a le moindre doute ou si la tumeur est importante, toujours face à la glande mammaire, hein, si le ganglion sentinelle n'est pas détecté, d'aller pouvoir réaliser cette fois-ci le curage axillaire complet, c'est-à-dire retirer la chaîne ganglionnaire au complet ou quasiment complet, et bien sûr ce qui va entraîner derrière son lot potentiel de complications dont Véronique nous reparlera tout à l'heure. Les complications chirurgicales, ben, elles sont dès l'installation. Alors, je dirais que l'installation, c'est une complication chirurgicale qui existe pour toute chirurgie, hein. Les compressions, qu'elles soient tissulaires, nerveuses ou vasculaires, alors bien sûr, tout est fait pour les minimiser, mais elles peuvent exister tout de même. L'intervention en elle-même est une intervention qui peut saigner. Alors, le textilome, euh, c'est les chirurgiens, euh, heureusement, il y en a de moins en moins, mais c'est d'oublier une compresse à l'intérieur. Heureusement, ça n'arrive pas très souvent. J'espère en tout cas. Je ne suis pas chirurgien, mais j'espère. Les troubles cutanés qui apparaissent et puis tout risque infectieux à partir du moment où il y a une infraction cutanée. Les complications qu'il y a sur le plus long terme et celles qu'on va prendre en charge, c'est les complications esthétiques, c'est surtout la douleur. Et puis, comme il y a cet aspect de toucher à la lymphe et au réseau lymphatique, les lymphocèles, les lymphodèmes et, j'aurais pas dû me mettre sur la mamie, mais à l'aspect les abcès qui peuvent rentrer en ligne de compte. Particulièrement important que ce moment, puisque à la suite de la chirurgie, même si les pansements vont se faire par une infirmière jusqu'à cicatrisation, ça va poser l'indication par la suite des traitements, comme je vous ai dit tout à l'heure, radiothérapie, chimiothérapie, et puis à plus long terme, l'hormonothérapie. Les principes de la reconstruction maintenant, une fois que la chirurgie de mastectomie a été réalisée, comme je vous ai montré tout à l'heure, le principe, c'est bien sûr de retrouver un volume, retrouver une forme adaptée à la morphologie. Alors, il peut y avoir des gestes de symétrisation, c'est-à-dire les gestes qui soient aussi associés au sein contralatéral qui n'a pas été atteint pour pouvoir obtenir vraiment l'objectif de l'harmonisation de la poitrine, pour pouvoir être le plus, enfin, en tout cas le moins traumatisant possible, même si au niveau de texture, au niveau de l'aspect, il y a des différences. Il y a des différences sensitives, des différences sur l'aspect cutané, des différences par rapport au sein contralatéral qui, quand il n'est pas atteint. Et puis, la fonction elle-même de la glande mammaire est bien sûr impossible à récupérer. Tout ça peut s'effectuer avec plusieurs étapes chirurgicales dans l'aspect de la reconstruction. Donc là encore, je vous les dresse à grands traits.
La reconstruction, elle peut être immédiate ou différée. Différée, c'est vraiment au-delà de la radiothérapie. En radiothérapie, il y a des séquelles cutanées, donc il faut se mettre à distance pour pouvoir le faire. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment préparer, et vous pouvez vraiment préparer les patientes pour cette chirurgie. Le problème, c'est celui de l'attente, c'est celui de la cicatrisation locale. Hein, quand vous avez cette peau que je vous ai montré tout à l'heure avec cette perte de substance, et bien sûr, il y a une perte des capacités de la peau à pouvoir être distendue et accepter un lambeau, une prothèse qui viennent en arrière. Donc, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. La reconstruction immédiate qui est souvent réalisée, l'avantage là, c'est vraiment le tissu cutané. On a cette élasticité qui existe encore, il n'y a pas cette fibrose qui s'est installée. Donc, en un temps, c'est un élément important. Les inconvénients, c'est l'impact psychologique parce que là, on n'a pas ce temps auprès des patientes qui en parleraient 100 fois mieux que moi quand on les interroge. Et puis, il faut se méfier des traitements qui vont suivre. Donc là, les contre-indications, elles sont encore une fois comme tout à l'heure, les cancers infiltrants, les cancers inflammatoires, et puis les atteintes cutanées qui existeraient déjà. Différentes techniques, on en reparlera tout à l'heure, ces différentes techniques qui peuvent s'associer, hein. La reconstruction mammaire prothétique, les lambeaux, qu'ils soient pelliculés ou libres, et le lipomodelage. Les reconstructions, quand on a cette perte de substance, sans doute l'avez-vous déjà vu, il y a des prothèses d'expansion, c'est-à-dire que une petite prothèse va être glissée sous la peau ou sous le muscle pectoral par le chirurgien et progressivement gonflée pour pouvoir redonner progressivement cette enveloppe cutanée, cette bonne élasticité et puis la quantité de peau nécessaire pour pouvoir accueillir secondairement un volume plus définitif. Ça, c'est l'élément quand il manque cette surface cutanée. Et puis après, l'emplacement des prothèses. Alors là, il y a les éléments qui reviennent d'avant, hein, les loges rétromusculaires, donc en arrière du plan du grand pectoral, ce qui est indiqué quand la peau est fragile en avant, bien sûr. Quand la peau est correcte en avant, eh ben, la prothèse est placée en sous-cutané avec la confection du sillon sous-mammaire grâce au bord externe, enfin, vraiment des limites qui soient propres et qui peuvent être utilisées. Alors les matrices et choses comme ça change beaucoup, je ne suis pas à la page là-dessus, parce qu'il y a différents poids d'utilisation de différentes matrices qui sont plus ou moins sur le marché. Alors là, je n'y suis plus, je leur pose la question quand c'est le cas. Les indications et les contre-indications, cette chirurgie par prothèse, des seins de petites, moyennes, de moyens volumes, et puis les conditions locales favorables, donc éviter les cancers inflammatoires, les atteintes cutanées préexistantes, comme on a pu le dire tout à l'heure, les états cutanés qui sont gênés pour éviter les difficultés de mise en place. Le lipomodelage peut intervenir en plus des chirurgies que je vous ai citées. L'idée, hein, c'est d'utiliser les propres cellules adipeuses de la patiente et de le replacer dans le sein pour le modeler progressivement. Hein. C'est dans tous les emplacements que vous voyez là sur une image qui ne m'appartient toujours pas, et que vous voyez très régulièrement pour pouvoir le replacer et puis recréer cette harmonie au niveau du sein par rapport au sein contralatéral. Les reconstructions par le lambeau du grand dorsal, j'accepte encore quelqu'un, hop, du grand dorsal, donc une technique un peu plus ancienne, peut-être un peu moins pratiquée aussi, le but étant de remplacer la plaque aérolomammaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, par la quantité de grand dorsal que vous avez vu derrière pour pouvoir rapporter un volume qui soit correct. Tout ça en gardant l'aspect nerveux, vasculaire et en faisant switcher d'arrière en avant pour pouvoir le replacer. Donc ça, c'est comment
des lambeaux pédiculés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chirurgie microvasculaire à faire. Vous emmenez, le chirurgien, pardon, emmène le muscle et le volume nécessaire avec le paquet vasculo-nerveux, à l'inverse des lambeaux qui ne sont pas pédiculés, où là, il faut pouvoir faire une petite chirurgie, une microchirurgie vasculaire pour pouvoir apporter le sang nécessaire à la nutrition du lambeau et éviter sa nécrose, qui est un risque quand ils ne sont pas pédiculés. Les contre-indications, vous le voyez, hein, c'est les antécédents, encore une fois, on en parle toujours, mais de thoracotomie, les atteintes type paraplégique, en fait, et les sports de haut niveau, c'est tout simplement à cause de l'utilisation du grand dorsal, ne pas le rendre déficitaire. Pour finir, elles s'en plaignent assez peu, mais ça peut être un élément qui bloque, donc il faut l'éviter. Donc ce switch, hein, dont je vous parlais, alors c'est toujours les schémas, hein, on le voyait mieux sur notre vidéo, mais c'est la quantité à peu près égale, vous voyez, que pour remplacer le sein. Alors le switch se fait pas comme ça, hein, comme sur la vidéo, avec une sorte de maintien musculaire. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est le maintien, il se fait par le lien, pardon, il se fait par l'aspect vasculaire et l'aspect nerveux. Là, il y a un tunnel qui est créé sous la peau, au niveau de la face latérale du thorax, et le switch pour pouvoir remplacer le volume au niveau du sein et replacer celui-ci. Après, il peut y avoir l'hypomodelage. Encore une fois, hein, l'hypomodelage s'associe à l'ensemble des prises en charge pour pouvoir avoir un aspect harmonieux. Alors, le grand dorsal n'est pas le seul, hein, du tout lambeau utilisable, hein. Il y a le diap avec l'aspect abdominal qui peut être utilisé, alors, en fonction du tissu, encore une fois, hein, nécessaire. Vous l'avez vu, hein, tout se passe beaucoup au niveau cutané. Il faut avoir la réserve, entre guillemets, de peau et de graisse pour pouvoir remplacer la glande mammaire, donc récupérer un peu, j'allais dire un peu partout, hein, mais dans de nombreux lieux, le gracile peut être utilisé, et puis après, au niveau des fessiers, avec le pape en particulier, qui sont là des lambeaux qui ne sont pas pédiculés. Donc, le but, c'est toujours de remplacer ce volume et de pouvoir recréer un volume qui soit correct et qui soit harmonieux avec le sein, mais qui va entraîner aussi son lot de surveillance nécessaire de la part du kinésithérapeute, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, puis de la patiente aussi, qu'il va falloir éduquer à surveiller certaines apparitions de complications. Les atteintes, elles sont donc globales, vous avez vu, hein, c'est les atteintes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai relisté. Alors, c'est vraiment les atteintes anciennes. Alors, malheureusement, on le sait un peu tard, mais il faut sensibiliser les gens à pouvoir prendre en charge, hein. Si la cinétique de l'épaule est déjà pathologique avant la chirurgie, elle sera encore pire après. Je vous ai mis un exemple, mais c'est vraiment un exemple, c'est plutôt celui qu'on voit régulièrement, que je vois régulièrement, c'est pour ça que je l'ai listé. Ça n'a rien de très scientifique, c'est de l'expérience. Et puis les surfaces de glissement par la suite, puisque cette chirurgie va retirer les éléments, faire apparaître l'aponévrose des muscles et entraîner ce manque de surface de glissement qui va bloquer le mouvement. C'est très très fréquent, hein. Bien sûr, j'ai sorti les textes, même anciens, qui sont le plus marquants, mais jusqu'à 90% des femmes qui sont atteintes de perte d'amplitude, de perte de fonction, de douleur ou de lymphodème, c'est-à-dire de toutes les complications possibles dans les suites de ces chirurgies. Alors, comme ils sont anciens, bien sûr, ça s'est amélioré depuis, mais c'est juste pour vous dire que le chiffre est important, que les retentissements sont importants. Pas forcément de plainte, hein, c'est ce qui est des fois un peu surprenant en consultation, c'est que ça m'arrivait surtout au début, beaucoup moins maintenant, mais non, j'ai pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Et c'est juste dans ma cuisine, bah, maintenant, au lieu de mettre les verres au-dessus de l'évier dans le meuble adapté, bah, je les ai mis en dessous parce que j'avais du mal à aller les chercher. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui conviennent de prendre en charge si les patients sont sensibilisés. Sur le long terme, eh ben, on a ces éléments qui sont repris, et s'il n'y a pas de prise en charge, bien sûr, un retentissement sur la qualité de vie. Puis je vous ai montré tout à l'heure la classification internationale, mais de cette qualité de vie, c'est toute l'activité professionnelle quotidienne de loisirs, c'est-à-dire la place dans la société qui est remise en cause, ce contre lequel on va essayer de se battre. Les objectifs de la rééducation à gros traits, et surtout pour laisser la parole à Véronique,
c'est la lutte contre l'enraidissement. Vous l'aurez compris, on essaie de libérer le mouvement pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible l'utilisation du membre supérieur, extrêmement important. Les impératifs de la radiothérapie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la photo, qui vont arriver très vite. Et il faut que cette position soit la moins inconfortable possible. Et c'est le rôle de la prise en charge initiale. La prise en charge cutanée, comme vous l'aurez compris, et j'espère, avec le peu de photos, c'est difficile d'avoir des photos qui soient bien et sans les piquer à tout le monde. Donc, c'est cette prise en charge cutanée des surfaces de glissement qui est super importante. La prise en charge antalgique, bien sûr, d'où l'importance de la prise en charge avant, si possible, en tout cas des troubles fonctionnels qui peuvent préexister. La sensibilisation de la patiente au mouvement d'autorééducation, mais surtout, j'insiste, et on insistera tous les deux dessus, mais sur l'autocontrôle aussi. C'est-à-dire que le cancer est là ou a été là, mais les complications, elles peuvent arriver à distance, voire beaucoup plus loin. Les phénomènes de coque, les cordes, le lymphodème, tous ces éléments peuvent arriver tardivement. Donc, il faut cette sensibilisation, il faut cette surveillance, il faut cette capacité de la patiente à dire, oh là, il se passe un truc, je me retourne vers mon cancérologue ou vers mon chirurgien, ou idéalement vers mon kinésithérapeute aussi, en tout cas par la suite, pour pouvoir être pris en charge. Et ça, il faut savoir ce qu'il faut surveiller. Donc, dans les autres rôles, toujours du kinésithérapeute et dans la prise en charge précoce, bah, c'est toutes les détections aussi de ces complications. C'est de pouvoir tirer le sonnette d'alarme. Ça correspond un peu au niveau 5, c'est-à-dire qu'avant que quelqu'un soit capable de s'auto-dépister, il faut lui apprendre et il faut soi-même pouvoir surveiller les complications qui arrivent. La reprise des activités quotidiennes à accompagner, les activités physiques, vous savez que c'est primordial. Alors ça, c'est une autre casquette. Je pourrais vous faire la présentation un autre jour. C'est pas le sujet du soir. Et puis bien sûr le soutien. Alors soutien, vous entendez tous les soutiens possibles, mais ces éléments mutilants, invasifs que cette chirurgie, quand regarder sa cicatrice, quand réappréhender cette nouvelle glande mammaire, s'il y a eu une reconstruction, en fait, tous ces éléments sont à accompagner de manière extrêmement importante pour pouvoir avoir un vécu qui soit le moins compliqué possible par la femme qui présente ce cancer. Voilà, grosso modo, tout ce que va vous expliquer Véronique en long, en large et en travers. Et pour les questions, et Julie, je sais comment retrouver la question, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Voilà, ma chère. Merci. Merci Antoine. Donc moi je suis Véronique Fauré, kinésithérapeute libérale à Cuverville et je soigne un certain nombre de patientes atteintes de cancer du sein. En préambule, ce que l'on peut dire, c'est que la prise en charge de la kinésithérapie dans le cancer du sein a beaucoup évolué. Elle était avant centrée sur le lymphœdème, qui était une complication, enfin qui est une complication des traitements et de la chirurgie. Mais aujourd'hui, notre prise en charge est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. On va avoir à prendre des patientes en soins préopératoires. Comme le disait Antoine, c'est toujours intéressant de les voir avant l'opération pour lister les antécédents, détecter les problèmes d'épaule par exemple, et même également pour faire un état des lieux, entre guillemets, un bilan kinésithérapique de nos patientes avant la chirurgie pour ne pas faire un bilan qui va lister tous les troubles, mais de voir un petit peu la condition physique de nos patientes, ça c'est important. En post-opératoire, on peut les voir très rapidement après l'opération, voire jusqu'à plusieurs mois, années quand on les amène jusqu'à la reconstruction. On aura des soins à apporter lors des traitements adjuvants, que ce soit la chimio, la radiothérapie, ensuite l'hormonothérapie. Comme je le disais aussi, amener nos patientes à la chirurgie en préparant les zones de prélèvement et en travaillant ensuite sur les cicatrices. Encourager tout au long de notre prise en charge à l'activité physique. Notre prise en charge n'est pas encore tout à fait systématique, ça tend à se modifier. C'est dommage en fait que les patientes n'aient pas forcément systématiquement une ordonnance en sortant de leur centre de soins. Et surtout, c'est dommage quand on doit intervenir un petit peu en urgence, soit pour la radiothérapie ou quand les séquelles sont déjà bien installées.
Les objectifs que nous aurons à prendre en charge, ça va être éviter l'attitude de protection du sein. On peut retrouver une patiente effectivement qui va protéger sa zone opérée, qui est en lien donc avec le grand pectoral. Donc notre patiente se tient un peu repliée sur elle-même. On va chercher à retrouver également une bonne qualité tissulaire de toute la zone opérée. Retrouver également une bonne mobilité du complexe de l'épaule et renforcer la musculature. On cherchera à éviter la kinésiophobie, permettre la reprise des activités de la vie quotidienne, d'une activité physique, puis de l'activité professionnelle. On cherchera également à éviter et à limiter les séquelles, les douleurs et toutes les pertes fonctionnelles qu'on a pu lister. La source nous dit qu'en fait, on peut commencer notre rééducation dès le lendemain de la chirurgie, donc en centre de soins, ça peut se faire. Là, je vais vous parler de la prise en charge au cours de l'hospitalisation. En post-op immédiat, en fait, la patiente aura vu quelques temps avant, quelques jours avant, une semaine, une infirmière du centre de soins qui va lui expliquer son intervention, les suites opératoires et les différents temps également de la rééducation. Pour les chirurgies de tumérectomie et d'exérèse du ganglion sentinelle, ça se fait en ambulatoire. Pour la mastectomie et ou le curage axillaire, suivant le centre de soins et suivant effectivement la patiente, ce sera entre 3 et 7 jours. Pendant cette période, il y aura un kiné qui va passer voir les patientes, les informer un petit peu sur la suite de leur chirurgie et surtout l'importance de la mobilisation très précoce des patientes, enfin de leur membre supérieur, pour éviter l'enraidissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les patientes sont hospitalisées, elles sont, je dirais, en phase souple, c'est-à-dire que la cicatrisation est en cours et en général, elles ont une bonne mobilité de leurs membres supérieurs. Par contre, un mois et demi après, on va se retrouver avec des enraidissements, des douleurs, des limitations articulaires. Et donc, je reviens là-dessus. C'est dommage que les patientes ne sortent pas systématiquement avec une ordonnance de prise en charge de kiné après leur hospitalisation. Le kiné donnera énormément d'informations et de conseils en ce qui concerne le lymphœdème, que ce soit lymphœdème du membre supérieur ou du sein. Parlera également de ce qu'on appelle les thromboses lymphatiques superficielles, des différentes étapes de la rééducation et encouragera également à l'activité physique. Il parlera également où il fera la gestion des douleurs avec des exercices respiratoires. Il pourra aussi apprendre les transferts. Comme le disait Antoine, des fois le drain, le redon, c'est assez gênant, donc pourra aider les patientes, les masser si c'est nécessaire également. Très rapidement, on donnera aux patients des exercices de mobilisation et de correction posturale. Et pour les patientes qui le souhaitent, en tout cas, on cherchera à les initier au toucher et au début du massage péricicatriciel si possible, en fonction effectivement de l'âge de la patiente, de sa chirurgie et de sa capacité à aller vers cette zone opérée. Il existe de nombreux livrets de rééducation qui peuvent être donnés par le centre de soins ou que l'on peut retrouver sur des sites. Vous avez soit des vidéos, soit des livrets sur le site du centre François Baclès, le site du réseau des kinésithérapeutes du sein. Vous en avez également sur Se reconstruire en douceur. Ça, c'est les sites, on va dire, que je connais bien, mais il y en a beaucoup d'autres. Les informations sont faciles à trouver, encore faut-il que les patientes en soient informées. Et c'est vrai que notre rôle, que ce soit en prise en charge à l'hôpital ou en libéral, c'est de donner ces informations à nos patientes. Alors, le kinésithérapeute aussi donnera à l'hôpital toutes les informations et conseils et contre-indications. En ce qui concerne les mastectomies avec reconstruction mammaire différée par l'embout du grand dorsal, pas de port de charge ni de travail contre résistance pendant 3 semaines, pas de restriction de mobilité, de mouvement, mais les mouvements infradouloureux, et un début de massage péricicatriciel à J1 et massage cicatriciel à J21. Pour les reconstructions mammaires par prothèse prépectorale, pas de port de charge ni de travail contre résistance pendant un mois et demi, pas de restriction de mouvement, mais mouvement infradouloureux. Le massage cicatriciel mobilisation douce de la prothèse dès un mois et demi. Là, on respecte bien les indications données par le chirurgien. Pour le lipomodelage, pas de massage de la zone d'injection avant au moins un mois. Toujours une reprise de mouvement progressive suivant les complications, la cicatrisation. Ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que nos patientes, elles entendent très bien le pas port de charge,
ou pas de travail contre-résistance, elles oublient des fois que c'est 3 semaines ou 1 mois et demi. Donc, il est important de faire passer le message que ces contre-indications sont relatives et temporaires. Bien évidemment, on a encore trop de patientes qui ont tendance à se limiter dans les mouvements en restant sur ce qu'on avait pu leur dire, en tout cas en prenant les informations de manière partielle. Donc, c'est à nous de rappeler qu'à un moment donné, quand c'est cicatrisé, il n'y a pas de problème, on peut travailler, on peut utiliser ce membre supérieur. La rééducation en cabinet libéral. Donc, nous chercherons à lutter contre les conséquences immédiates de la chirurgie, notamment la douleur et l'attitude de protection du sein. Nous prendrons en charge les cicatrices. Nous chercherons à prévenir et prendre en charge les troubles musculo-squelettiques et encourager toujours à l'activité physique, et traiterons les complications qui sont assez fréquentes, comme les lymphocèles, les cordes axillaires. Nous chercherons à prévenir et réduire également les lymphœdèmes, que ce soit du membre supérieur ou du sein. Nous travaillerons sur les phénomènes de Koch, les douleurs neuropathiques, et avec également quelques spécificités pendant la chimiothérapie, pendant, avant et après la radiothérapie et pendant l'hormonothérapie. Vous avez bien compris que notre prise en charge était très longue. On a forcément besoin de bilan pour faire, entre guillemets, un état des lieux de nos patientes à différents moments, puisque à certains moments, on va les trouver, on va rencontrer nos patientes après la chirurgie, mais des fois, on va les rencontrer qu'au moment de la reconstruction. Donc, important de faire des bilans que l'on réévaluera, et on réévaluera également nos objectifs. Là, c'est un bilan qui a été fait par le RKS et Jocelyne Roland. La prise en charge de la douleur et de la posture. Une des priorités va être de corriger cette posture, de limiter la sous-utilisation du membre supérieur et d'éviter l'attitude de protection du sein, où on a une femme qui arrive avec une épaule en rotation interne, le coude collé au corps. Donc, on va corriger cette posture dès le début, sachant que cette attitude de protection du sein, elle peut des fois aussi s'installer dès l'annonce de la pathologie, par le choc, par la sidération, et cette attitude sera majorée par les traitements et la chirurgie notamment. Donc, on va chercher à corriger cette attitude de protection du sein qui n'est pas limitée au membre supérieur, mais où on va également corriger la posture au niveau du rachis et même au niveau du bassin. On va prendre notre patiente, vraiment corriger cette posture de manière globale. Pour aborder notre patiente, on va démarrer, si on le souhaite, par un travail respiratoire, essayer de détendre notre patiente, de la mettre en confiance. Et puis, si on ne veut pas arriver trop vite, entre guillemets, sur cette zone opérée, on peut aborder notre patiente par des mobilisations au niveau du rachis cervical, des épaules, par les bras également, pour ensuite arriver sur la zone opérée. On va lister tous les phénomènes douloureux et voir effectivement sur lesquels on peut agir, que ce soit des raideurs ou des contractures ou des douleurs musculaires, et également déterminer s'il y a des douleurs neuropathiques où là, effectivement, la prise en charge sera un peu différente. La prise en charge des cicatrices, on fera un état des lieux de nos cicatrices, elles sont nombreuses. On peut avoir une cicatrice au niveau de la cicatrice de tumérectomie, de mastectomie, celle également du ganglion sentinelle ou du curage axillaire. On n'oublie pas la cicatrice également du cathéter, où on met la chimiothérapie. C'est des fois une cicatrice qui est gênante. Et puis également la cicatrice du drain. Elle peut aussi nous embêter. Et ensuite, on ira voir également pour les autres cicatrices, et sur les cicatrices de reconstruction, que ça va être celle du lambeau du grand dorsal au niveau du rachis, et également au niveau abdominal, celle du diep. L'évolution d'une cicatrice, elle se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire années. Donc, on adaptera forcément nos techniques à l'évolution de cette cicatrice. Et c'est le moment aussi de donner un certain nombre d'informations et de donner des réponses à nos patientes pour les rassurer. Au bout de 21 jours, les cicatrices sont fermées, sauf s'il y a un défaut de cicatrisation. Mais en tout cas, il n'y a pas de peur à avoir que la cicatrice puisse s'ouvrir. Là, je vous ai mis des photos effectivement de cicatrices, de mastectomie. On voit également en bas à gauche une cicatrice de reconstruction avec lambeau du grand dorsal. On voit également les cicatrices des zones de prélèvement, que ce soit au niveau d'une cuisse par exemple avec un PAP ou au niveau du rachis également. D'autres cicatrices avec des mastectomies et reconstruction immédiate.
Alors, on prendra les cicatrices en charge dès 15 jours à 3 semaines. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Si on voit nos patientes à distance encore, on peut prendre en charge les cicatrices même bien plus tard, sans interruption pendant la chimiothérapie. Avant et après la radiothérapie, on peut également prendre ces cicatrices en charge. On évitera en fait d'aller travailler sur la zone de radiothérapie et également préparer avant la reconstruction et travailler les cicatrices après la reconstruction également. La mobilisation en fait de cette cicatrice se fera à plusieurs niveaux. On aura déjà une mobilisation de la peau sur la glande, au niveau de la tumérectomie par exemple, mais de la glande elle-même, puisque vous avez vu quand il y a une tumérectomie, en fait, on enlève un morceau de glande et le chirurgien va faire en sorte que cette glande va recoudre, on va dire, cette glande pour qu'elle reste sphérique. Donc, on va pouvoir sentir une zone fibrosée indurée. Donc, on va travailler aussi sur cette glande. On va travailler également sur le pectoral et sur les cicatrices que l'on va retrouver au niveau de la mastectomie. On va chercher à libérer les adhérences sous-cutanées, assouplir le tissu sans créer d'inflammation. Et on va chercher surtout à diminuer la douleur et faciliter la reconstruction également pour le chirurgien. Les techniques qu'on va utiliser, ça va être du massage, des techniques de drainage, de palpé roulé. On peut utiliser aussi du TEP suivant les cicatrices. Pour les cicatrices hypertrophiques qui sont épaisses, rouges, celles-là, on va chercher plutôt à à comprimer un petit peu cette cicatrice hypertrophique. On va pas trop la solliciter pour justement ne pas la stimuler plus. Les cicatrices rétractiles, en fait, c'est des cicatrices on a l'impression qu'elles sont un peu trop courtes. Elles viennent emmener la peau voisine. Donc celles-là, on va chercher à les étirer, les assouplir également. Les cicatrices adhérentes, c'est des cicatrices qui collent, donc on va chercher à mobiliser, là de manière assez franche, hein, pour décoller les tissus. La cicatrice fibrosée c'est une cicatrice qui est majorée par la radiothérapie et il n'y a souvent pas que la cicatrice qui est fibrosée, on a toute la zone. Donc celle-là également, on va les mobiliser, masser, étirer. Et les cicatrices inflammatoires, là, on va faire plutôt des manœuvres de blanchiment, fait que avec les doigts sur la cicatrice. Je ferai un point également sur les crèmes. Les patientes, elles sortent des fois avec des prescriptions pour des crèmes qui vont être des crèmes cicatrisantes. C'est très bien. Le problème, c'est qu'elles ont tendance à les utiliser trop longtemps. À partir du moment où c'est cicatrisé, il n'y a plus besoin de les utiliser. Et au contraire, on serait plutôt délétère à entretenir une inflammation si elles sont appliquées trop longtemps. Après, il peut y avoir des crèmes réparatrices suivant le type de cicatrice que l'on a et d'autres crèmes qui seront utilisées pendant la radiothérapie. Pour la prévention ou la prise en charge des troubles musculo-squelettiques et l'activité physique, l'idéal toujours, c'est d'avoir vu nos patientes en préopératoire pour pouvoir avoir peut-être mis en place déjà des séances pour récupérer une limitation de l'épaule, un conflit sous-acromial. Si c'est pas le cas, on fait avec, hein. Et puis, on va chercher effectivement à mobiliser toutes les articulations du membre supérieur, le rachis cervical également. On va chercher à étirer tout le plan antérieur, les muscles clés, petit pectoral, grand pectoral, et on va associer la respiration abdominale qui va nous permettre effectivement de détendre notre patiente et de supporter ces étirements qui peuvent des fois être un petit peu douloureux. Ensuite, en deuxième temps, on va chercher à tonifier et renforcer nos patientes, notamment renforcer tout le plan postérieur, toujours associé à la respiration. On leur donnera des listes d'exercices à faire pour poursuivre la séance au-delà de la séance, de mobilisation de l'épaule, de travail postural. On encouragera également à l'activité physique et puis on cherchera à avoir des mouvements moins analytiques, plus globaux, avec des dissociations de ceinture et de remettre nos patientes en appui sur leurs bras en commençant par un appui au mur, un appui sur une chaise ou un appui au sol, par exemple en quadrupédie. Après une tumérectomie, en fait, on va s'intéresser à la qualité de la cicatrice parce qu'effectivement, suivant la zone opératoire, il y a des cicatrices qui vont être facilement rétractiles. Donc, on va travailler cette cicatrice et on va chercher également à retrouver la souplesse de la glande mammaire.
Après une mastectomie, cette fois-ci, on va lutter contre les adhérences sur le thorax de la cicatrice. C'est vraiment indispensable d'avoir des plans de glissement libres. Ce sera très intéressant pour le chirurgien également pour une reconstruction et aussi ça donne de l'aisance à notre patiente. On va aider notre patiente à regarder, à toucher la paroi thoracique. C'est se réapproprier ce nouveau corps. C'est pas simple, mais on a vraiment une part active à faire, à accompagner nos patientes en ce sens. Et on cherche à assouplir les tissus, bien sûr, en préparation d'une reconstruction. Avec une prothèse, enfin une reconstruction par prothèse, on va étirer, travailler sur les pectoraux qui sont souvent très contracturés. Donc, on cherchera à étirer petit et grand pectoral. On mobilisera également la prothèse en respectant toujours les indications du chirurgien. Après une reconstruction par l'embout du grand dorsal, on va vraiment surveiller les lymphocèles parce que au niveau du rachis, c'est vraiment là, on peut vraiment en trouver, enfin c'est très très fréquent d'avoir des lymphocèles à ce niveau-là. On va travailler les cicatrices, que ce soit la cicatrice du rachis ou la cicatrice également du sein, et on cherchera à faire un travail très global de l'épaule et du rachis. Après une reconstruction par lipofilling, alors à Caen, c'est rarement une reconstruction seulement lipofilling, mais en tout cas, au niveau, quand les chirurgiens font la technique du lipofilling, on va chercher, nous, kinésithérapeutes, à soulager les zones de prélèvement parce que c'est assez douloureux. Et puis, on va peut-être aussi préparer les zones pour la prochaine chirurgie. Après une reconstruction par l'embout du dieppe, enfin abdominal, le dieppe, on va chercher à travailler la posture, le gainage, la cicatrice, que ce soit la cicatrice du sein, mais également la cicatrice abdominale, à chercher à avoir une cicatrice souple pour avoir une souplesse de l'abdomen et une tonicité également du ventre. L'activité physique, elle est préconisée dès le début des soins. Les activités que la patiente doit faire, c'est une activité endurante, avec également un renforcement musculaire des membres supérieurs, des membres inférieurs, du tronc et des étirements. Je reviens là-dessus sur l'intérêt d'un bilan préopératoire pour nous kinésithérapeutes. Nous connaissons parfaitement nos patientes quand on les a en soins. Ce serait vraiment très intéressant pour nous de les avoir en préop pour faire un état des lieux de leurs conditions physiques, évaluer d'où part la patiente, connaître ses antécédents, l'amener aussi à l'activité physique parce que comme je le dis, on la connaît très bien, on connaît ses limites, on sait ce qu'elle peut faire. Et notre but, en fait, c'est de vraiment lutter contre les déconditionnements musculaires, lutter contre la sarcopénie. Pour les patientes, l'idéal, c'est de pouvoir commencer avant les traitements parce qu'elles sont encore en forme. C'est beaucoup plus compliqué pour nos patientes de commencer l'activité physique quand c'est après la chirurgie, après la radiothérapie, après la chimiothérapie. Au moment de l'hormonothérapie qu'elles supportent plus ou moins bien, elles sont plutôt dans l'idée de se dire mais comment je vais reprendre mon travail alors que je suis crevée et d'aller leur dire bah, écoutez madame, il faudrait que vous fassiez 30 minutes d'activité physique tous les jours, plus 2 à 3 séances de renforcement, plus une séance d'étirement et plus, suivant votre âge, on va aussi travailler l'équilibre. Ça fait beaucoup. Donc vraiment, il faut chercher à encourager nos patientes à démarrer l'activité physique le plus tôt possible. Et bien sûr, l'activité physique sera adaptée à leurs préférences, savoir un petit peu les freins aussi qu'elles peuvent avoir à l'activité physique, si elles aiment ça, si elles n'aiment pas ça. Mais nous, en les connaissant parfaitement, on peut tout à fait les amener à l'activité physique. C'est très important. Pardon, c'est moi? Oui, vas-y. Les complications, ben, c'est là où j'interviens en même temps. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut pouvoir les identifier et puis orienter vers les bonnes personnes, que sont les kinésithérapeutes, bien sûr, comme vous l'avez dit, les médecins. L'avantage, c'est je me suis même pas cité. Oncologue, chirurgien, généraliste, pas mal. Et MPR, c'est pas mal aussi. Et puis la prise en charge de la douleur. Maintenant, j'avoue que pour ma part, en tout cas, c'est plus par les unités douleur justement que je retrouve les patientes qui, sans leur faire de mauvaise publicité, sont assez souvent très atteintes et présentent pas mal de difficultés. Donc les complications, les lymphocèles et les thromboses lymphatiques superficielles. Donc ça, c'est le fait d'avoir, encore une fois, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais ce réseau lymphatique qui a été tronqué, au moins, par le ganglion sentinelle, voire plus avec le curage axillaire. Ces petits vaisseaux, vraiment moins d'un cheveu
au départ peuvent progressivement faire vraiment une corde au niveau du creux axillaire, grossir progressivement et bloquer le mouvement. Vous avez un haubanage qui empêche l'abduction de l'épaule, qui apparaît sous la peau. Des fois, faut palper un petit peu, mais on retrouve progressivement. Et si on laisse évoluer avec le phénomène inflammatoire, eh ben, ce cheveu va devenir de plus en plus important, de plus en plus gros et bien sûr de plus en plus bloquant et douloureux. C'est vraiment des éléments à pouvoir dépister rapidement pour les prendre en charge. Le lymphodème, t'en parles tout à l'heure, mais c'est le principe, hein, c'est on a retiré le carrefour axillaire. Enfin, le chirurgien, encore une fois, il faut que j'arrête de dire soit le creux axillaire, soit le ganglion en sentinelle, soit le curage complètement. Donc, tout le drainage du membre supérieur est bloqué et quand vous avez cet embouteillage, il peut y avoir par phénomène d'accumulation, ce lymphodème qui apparaît, soit au niveau du membre sup, soit au niveau du thorax, en fonction de là où se situe le blocage, et faire apparaître cette masse d'eau hein, qui va nous occuper. Le phénomène de Koch, alors ça, j'en parle un peu plus tout à l'heure, phénomène qui va gêner l'harmonisation hein, justement du sein, la mobilisation de celui-ci quand il a été reconstruit. Et puis, tous les phénomènes de douleur neuropathiques, hein, je vous parlais des unités douleurs tout à l'heure, ces douleurs qui deviennent chroniques, qui sont péricicatricielles, qui sont au niveau de l'épaule, qui sont un type de brûlure, enfin, tous les éléments qu'on peut avoir du DSM-4 avec la typicité de ces douleurs neuropathiques. Alors, le traitement des lymphocèles, en fait, la cause, c'est vraiment une complication, pas une complication, mais enfin quelque chose qu'on retrouve très fréquemment après la chirurgie axillaire. On va retrouver 40% de lymphocèles après un curage axillaire, 18% après une tumérectomie, sachant que c'est majoré quand il y a une mastectomie. En fait, c'est quelque chose qui va retarder la suite des traitements et en fait, c'est une collection de liquide dans un espace mort et qui vient gêner en fait toute cette zone. Donc, le traitement que l'on va pouvoir faire, enfin, qui va être fait en premier lieu, c'est rien parce qu'elles peuvent se résorber, ça peut se résorber tout seul. Autrement, au niveau du centre de soins, eh bien, il y aura des ponctions qui seront faites au centre de soins de la patiente. Une, deux, trois. On arrête les ponctions quand le prélèvement se fait de 50 à 70 cc. Et puis, on limite également les ponctions parce qu'à chaque fois, c'est une infraction, donc il peut avoir un risque d'infection également, et pour ne pas stimuler la lymphorrhée. Donc après, dans le centre de soins, donc c'est les ponctions et plus ou moins une compression, soit par brassière, soit par des compressions collantes. Ça dépend d'où est suivie la patiente. Quand il s'agit en fait d'une lymphocèle plus chronique, plus bien installée, on va dire, on va chercher à masser, à mobiliser, à drainer. On peut mettre du tape et faire du drainage lymphatique à distance. Les thromboses lymphatiques superficielles, c'est ce que disait Antoine, en fait, c'est vraiment une corde fine, souvent palpable. Elle part du creux axillaire, elle peut aller en fait, dans le bras, le coude, le poignet jusqu'au pouce. On en retrouve plus rarement au niveau abdominal, mais c'est vraiment une source de douleur pour nos patients et ça limite vraiment le mouvement. Elles apparaissent entre 2 semaines à 2 mois post-opératoire et pareil, c'est une accumulation de liquide dans un collecteur lymphatique. En tant que kiné, il va vraiment falloir aller les rechercher, les repérer. Alors, autant au niveau du membre supérieur, c'est assez facile, hein, on les voit vite. Au niveau thoracique, c'est plus compliqué. Et surtout, il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas sous-estimer une douleur qu'une patiente peut nous décrire au niveau thoracique. Il faut aller la chercher, c'est très certainement ça. Donc, on va les étirer. Alors là, pour le coup, vraiment, on associe à la respiration parce que c'est pas plaisant du tout. On va chercher à mobiliser, étirer, drainer les cordes. On va traiter aussi, il faut vraiment au niveau du creux axillaire qu'on ait bien traité notre cicatrice parce que ça vient aussi de là. On va faire du massage transversal, on peut utiliser de la cryothérapie et des anti-inflammatoires si c'est vraiment douloureux. Alors, pour prévenir ou réduire les lymphœdèmes,
Pareil, le lymphœdème, c'est un effet secondaire possible de tout geste réalisé au niveau de l'aisselle, que ce soit le curage ou la radiothérapie également. La lymphe ne circule plus correctement et son apparition peut être tardive, d'intensité, de localisation et d'étendue variable. On peut avoir effectivement un œdème qui apparaît au sein, un œdème au bras, avant-bras ou peut-être que la main. Et puis, l'évolution est effectivement variable, c'est-à-dire que même si on surveille, ça n'arrive pas forcément juste après l'intervention, ça peut arriver des mois, voire des années plus tard. Donc, il faut avoir donné des informations à nos patientes sans que ça devienne une angoisse, mais en tout cas un sujet de surveillance. En tout cas, nous, en tant que kiné, si on voit une augmentation rapide et importante, on demande une consultation, c'est très important. Alors, les critères cliniques que l'on va pouvoir vraiment matérialiser, c'est une augmentation de circonférence du membre avec, alors je vais dire 1,5 à 2 cm de différence de périmètre par rapport au membre contralatéral. Il y a une petite variation, on va dire 1,5 à 2 parce qu'on a toujours un membre dominant. Et puis, on va aussi pouvoir repérer le signe du Godet au CMR. Les signes fonctionnels aussi, les patientes, même si on ne remarque rien, la prise de périmètre est identique, les patientes vont pouvoir nous dire, j'ai quand même une espèce de lourdeur, de pesanteur. Donc ça aussi, ça doit nous mettre en éveil. Et puis, on évaluera aussi les risques de la patiente. Les risques de la patiente, globalement, c'est une prise de poids, c'est le fait qu'il y ait eu un curage axillaire avec une mastectomie. Ça peut être aussi un mode de vie, de la sédentarité, une activité professionnelle qui demande beaucoup d'efforts ou des choses comme ça. Donc tout ça, on va essayer de lister pour prévenir et réduire ces lymphœdèmes. La technique de choix pour le lymphœdème, ça va être le drainage lymphatique manuel, dont le but est d'augmenter la capacité de drainage. Pour cela, on fera des manœuvres locales sur l'œdème avec une pression exercée adaptée à la consistance de notre œdème. Et la limite de nos techniques, effectivement, c'est la portion liquidienne, d'où l'intérêt de les prendre en charge de manière très précoce pour avoir effectivement une efficacité de notre drainage. Mais le drainage ne suffira pas, il faudra le combiner avec soit avec des bandages ou une contention. La stratégie thérapeutique du drainage lymphatique manuel lorsqu'on en est en phase de réduction, ça va être des séances quotidiennes entre 5 et 10 pour récupérer la forme, la mobilité du membre supérieur. Lorsqu'on est en phase d'entretien, ça va être 3, 2, puis 1 par semaine pour stabiliser notre volume. Et la phase d'autonomie, ça va être 1 à 2 fois par mois, maintenir les acquis, revoir avec la patiente si elle fait des autobandages, si elle fait attention à son membre supérieur, si elle pratique de l'activité physique. Donc tout ça, ça permet d'entretenir aussi notre patiente, de la stimuler, de l'encourager. Le principe des bandages, en fait, ça va être un bandage multicouche dont le but est de contenir ou de réduire notre volume de membres supérieurs. Avec, en premier lieu, on va observer la peau de notre patiente, on va surveiller qu'il n'y ait pas de blessure, pas d'écorchure, pas d'inflammation. On va protéger cette peau en mettant une crème ou une huile, suivant ce qui a été préconisé. Souvent, elles sont prises en charge aussi par des centres de soins comme la Ferté-Massé, par exemple, ou d'autres lieux. On va mettre un jersey tubulaire, des mousses mobilisatrices. Alors, ça peut être suivant la consistance de l'œdème, juste des bandes de coton, on va dire, ou alors pour un œdème plus fibrosé, du Mobiderm ou d'autres choses. Je vous donne des informations, il y a plein de techniques, rien n'est mauvais, mais voilà, je dis les grandes lignes. Et ensuite, on va appliquer des bandes de contention, des bandes à allongement court, plusieurs que l'on va monter sur le bras et on finira par une compression, une bande en compression. La contention, en fait, elle est mise 24 heures sur 24. La compression, on l'enlève la nuit. Alors ça, ce sont des exemples de matériel que l'on peut utiliser, le jersey, du Mobiderm et des bandes de coton. Et contention. Donc en fait, on va faire notre montage en partant ou de la main ou du poignet, suivant où se situe le lymphœdème. Ça finit par nous faire quand même un bandage assez volumineux. Il y en a de plusieurs types. On peut également, vous voyez, il y a des montages à droite, certains en spica, d'autres juste en circulaire, ça dépend. Ça dépend aussi de l'intensité qu'on a, c'est-à-dire que plus on va cumuler des bandes, plus on aura une contention importante. Et on peut faire également des montages de bandages au niveau de la poitrine.
Une fois qu'on aura eu notre phase en fait de réduction d'œdème, on va passer à une compression élastique définitive, donc un manchon de compression, avec cette fois-ci, donc ça doit se mettre sur un œdème stabilisé, avec des prises de mesure et un manchon parfaitement adapté pour qu'il soit supporté par la patiente, parce que c'est ça aussi, des fois, les échecs de ces prises en charge, c'est que le manchon, soit il fait mal, soit il serre trop, soit il est ancien, soit il n'est pas renouvelé assez souvent. Donc, c'est très important aussi, nous, en tant que kinésithérapeute, de s'en inquiéter, de surveiller ces manchons, de voir si l'œdème n'a pas augmenté, auquel cas le manchon n'est plus adapté, il sera à refaire, sachant qu'un menton, malheureusement, il n'est pas totalement pris en charge, mais qu'il serait bon de le changer tous les 3, 4, 5 mois et d'en avoir plusieurs pour pouvoir tourner et qu'elle le mette de manière, enfin en tout cas le plus possible. Alors, il va y avoir des manchons qui vont avoir des tricotages différents, circulaires, en rectiligne. Ça se voit avec l'ortho, on va dire, hein, qui lui sait parfaitement déterminer quel est le manchon qui sera le plus adapté. Mais effectivement, sachez que suivant la morphologie de cet œdème, on a plusieurs propositions à faire aux patientes pour que ce soit le plus efficace et le plus supportable. Donc ça, c'est les manchons en journée. Et on aura également un manchon de nuit sur lequel, cette fois-ci, on peut aussi ajouter du matériel mobilisateur. Donc vous avez des manchons à scratch type Mobiderm qui permettent d'être mis facilement, simplement par la patiente. Ou alors le relax de chez Jobs qui est pour un œdème un peu plus souple. Toujours la même chose, on cherchera à éduquer nos patientes, à surveiller et on leur apprendra également à faire des autobandages. Ça ne suffira pas, il faudra que ces bandages ou le travail avec manchon, il faudra qu'il y ait également des exercices qui soient faits à la suite, parce que là, pour le coup, c'est la variation de pression effective lors de la mobilisation du membre qui va accentuer le drainage de l'œdème à l'intérieur de ce bandage. On cherche vraiment à ce que les muscles puissent mobiliser ce bandage et permettre de le mobiliser, de le résorber. Ce qui est important aussi pour nos patientes et pour nous, là je reviens encore là-dessus, c'est l'éducation thérapeutique, les autobandages, mais également le contrôle du poids. On sait que nos patientes qui ont tendance à prendre du poids, si elles ont un lymphœdème, ça va majorer leur lymphœdème. D'où l'intérêt également de l'activité physique qui pour nous est importante. L'activité physique, en fait, pour nous kinésithérapeutes, elle va nous permettre de consolider tout ce qu'on aura fait en séance, mais elle va également nous permettre pour les patients d'essayer tant qu'elles peuvent, de maintenir leur poids. On sait très bien qu'avec les chimios, avec l'hormonothérapie, on a une modification de la composition corporelle au profit de la masse grasse. Donc, c'est important qu'elles essayent d'avoir de l'activité physique pour maintenir leur masse musculaire. Donc, ça aussi, on a un rôle à jouer et l'activité physique va nous aider. Et aussi, alors je le dis, après je laisse la parole la parole à Antoine, mais aussi c'est aussi l'activité physique aussi, c'est une prévention secondaire. On sait tout le bienfait de l'activité physique contre la récidive. Voilà. Heureusement qu'on ne devait pas parler d'activité. Je reprends la parole juste pour le phénomène de Koch, pour vous expliquer. Alors, juste tout à l'heure, je me permets, dans le bandage Oui. Et la compression, tu as utilisé bandage pour la mobilisation. C'est vraiment l'idée d'avoir le bandage et le muscle et entre deux pris en sandwich le lymphœdème. Et c'est la mobilisation du muscle et le mouvement qui va mobiliser le lymphœdème qui est entre la compression et le muscle. Et c'est ce phénomène-là qui va permettre de le résorber ou en tout cas de l'adoucir s'il est déjà bien formé. D'où l'importance de se mobiliser, de faire des exercices quand on a les compressions, les contentions, pour pouvoir être efficace sur le lymphœdème. C'était juste. Oui, très bien. Sinon, j'avais Désolé, excuse-moi. Le phénomène de Koch, comme vous le voyez sur la photo qui est sur votre droite, alors ça, c'est un stade 4. C'est un phénomène alors, de fibrose, certes, mais en fait, au début, c'est le même principe
que les cordes. C'est-à-dire c'est un phénomène inflammatoire qui s'effectue autour d'une prothèse. Cette prothèse est vue comme un corps étranger, ce qu'elle est, quand elle est mise sous la peau ou dans une moindre mesure en arrière du grand pectoral, et il va y avoir une réaction inflammatoire. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Cette réaction inflammatoire va créer une coque réellement autour. Hein. Pour une fois en médecine, ce nom-là, ça porte bien, c'est bien ce qui se passe. Cette inflammation va plutôt entretenir, former de la fibrose autour, et vous avez une membrane dure qui va se créer autour de la prothèse, empêcher le mouvement, être douloureux. Alors, c'est pas directement aussi important, heureusement, que la photo que vous avez, hein, c'est les stades de Becker, c'est progressivement, soit une petite gêne, ça devient de moins en moins souple, et puis c'est de plus en plus difficile à mobiliser jusqu'à le changement de forme de cette prothèse qui est écrasée par ce phénomène de coque. Très important de la prendre en charge dès le départ. En fait, cette prothèse, quand elle est en place, il faut la mobiliser. Il faut vraiment entretenir ce mouvement tout doucement. C'est Véronique qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'une fois que le phénomène de coque est installé, on le voit très très bien quand on fait les échos, on a vraiment cette surface dure qui enserre la prothèse. C'est retour vers le chirurgien, et c'est toujours des éléments extrêmement compliqués. Donc quelque chose auquel il faut faire attention et pour lequel il faut mobiliser les prothèses quand elles sont installées. Voilà, les mobilisations douces. Alors ça, c'est plutôt ton peu perspective, mais vraiment un travail des tissus périprothétiques et de la prothèse en elle-même pour pouvoir la mobiliser. Non, je continue. Non, ça c'est bon. C'est tout moi. Les douleurs neuropathiques, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai anticipé là-dessus. Donc les phénomènes de brûlure, de compression, tout ce qu'on vous a listé, en fait, c'est des choses qui sont, c'est ça, hein, difficiles à décrire par la patiente parce que c'est des douleurs ou des gènes permanentes ou non permanentes avec facteur déclenchant ou sans facteur déclenchant qui sont dans un territoire limité mais mal limité. Qui vraiment gâche la vie, qu'il va falloir prendre en charge par des notions médicales, type médicaments ou des patchs comme on peut avoir, soit à l'idocaïne, soit à la capsaïcine. Ces phénomènes, alors l'allodynie, hein, c'est le fait d'avoir une stimulation ressentie comme douloureuse alors qu'elle ne l'est pas. Les mauvaises sensations, on en parlait lors des reconstructions du sein, mais ça peut être autour d'une cicatrice. C'est ces troubles sensitifs qui ne reprennent pas et qui au contraire apparaissent comme des douleurs. Donc la prise en charge antalgique est importante. Dans les centres, il y a des médecins algologues qui sont vraiment adaptés pour ce type de choses. On a des thérapies à notre disposition. Il faut très souvent avoir un abord qui soit plurithérapeutique pour pouvoir être efficace. Malheureusement, ces douleurs, une fois qu'elles sont là, elles sont bien difficiles à pouvoir chasser. Et c'est pour ça que les algologues ont à leur disposition toute une batterie de traitements qu'il faut souvent associer pour pouvoir le faire. Le travail, de toute façon, pour la kinésithérapie, c'est, comme on disait depuis le départ, la mobilité cutanée. Plus le mouvement est libéré, moins il y a de risques d'avoir ces douleurs. Plus il y a d'activité physique, moins il y a de risques d'avoir ces douleurs. C'est vraiment l'ennemi absolu, c'est l'aspect traumatisé du membre supérieur, le manque d'utilisation, le manque de reprise de l'activité, que ce soit l'activité domestique ou autre. Hein, mais, toutes ces douleurs font leur lit de l'immobilisme contre lequel il faut absolument lutter. Pendant la chimiothérapie, en fait, alors les choses qu'on aura à faire, hein, c'est alors travailler tout ce qu'on aura pu constater avec notre bilan, mais drainer en cas de neuropathie. Donc, comme a dit, là, c'est vraiment le type de douleur pour que nous, on ne va pas vraiment pouvoir traiter directement. Il faut vraiment renvoyer au médecin pour qu'elle soit prise en charge. Par contre, on pourra masser, entretenir les mobilités articulaires. Vous avez des patients qui vont se plaindre d'avoir des douleurs aux pieds, aux orteils, mobiliser, leur montrer comment faire, travailler avec des balles, des choses comme ça. Et on fera un renforcement global pour éviter toujours cette fonte musculaire et la renvoyer aussi par rapport au centre de soins avec les soins de support qui sont proposés.
Alors, au moment de la radiothérapie, avant, on va chercher à assouplir l'épaule, on va étirer les pectoraux du fait de l'intervention, on va renforcer également les muscles du rachis. Pendant la radiothérapie, on respecte souvent, les radiothérapeutes ne souhaitent pas qu'on touche cette zone, donc on n'y va pas. On va travailler par contre autour, on va améliorer la posture, étirer les muscles irradiés, travailler la respiration, mais on n'ira pas travailler nos cicatrices tant qu'il y a la radiothérapie. Après, justement, on va étirer de nouveau les pectoraux parce que, comme je le disais, on va se retrouver avec une cicatrice plus fibrosée, avec l'apparition de nouveau de nos thromboses lymphatiques superficielles qui apparaissent 2 semaines à 2 mois après l'intervention. Mais après la radiothérapie, on voit que les patientes ont de nouveau leur thrombose lymphatique superficielle qui, alors je ne sais pas si elle se réactive, en tout cas, on retrouve des phénomènes où on va avoir besoin d'étirer ce membre supérieur. Toujours lutter contre l'attitude de protection du sein, puisqu'il y a des douleurs à la mobilisation, la patiente se replie de nouveau. Et on va lutter également contre l'œdème résiduel qu'on peut avoir au niveau du sein avec une fibrose radique qui peut durer très longtemps. Pendant l'hormothérapie, on va continuer à étirer la musculature, soulager des douleurs articulaires, des raideurs, montrer des routines d'étirement à nos patientes, gérer la fatigue avec elles et les encourager à la poursuite de l'activité physique. Les réseaux et les annuaires qu'il existe pour nous kinés, il est important, enfin si ce sont des choses qui vous intéressent, d'aller chercher des informations. Vous avez, alors je redis la même chose, le réseau des kinés du sein, vous avez Se reconstruire en douceur, vous avez aussi l'association Vivre mieux avec le lymphœdème qui est plus une association, on va dire, pour les patientes, mais qui est source de documents, de documentation que l'on peut trouver aussi sur le suivi de nos patientes. La KTL également, vous pourrez trouver énormément d'informations sur leur bulletin. Donc c'est très important aussi de voir l'évolution pour nous dans nos pratiques. Et puis également pour nous kinésithérapeutes, c'est aussi intéressant d'aller voir sur l'Afsos. Il y a en fait effectivement les documents qui sont produits. Il y en avait un, c'était activité physique et cancer ou cancer et rééducation. Donc ça c'est intéressant aussi pour nous d'avoir les recommandations également sur l'INCA. Voilà. C'est la fin de ce webinaire dédié à la kinésithérapie et au cancer du sein. Nous espérons que les informations partagées vous auront apporté un éclairage utile sur l'importance de la kinésithérapie dans l'accompagnement des patients. Si vous souhaitez revoir certains points ou poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit depuis nos réseaux sociaux, URPS MK Normandie. Nous vous remercions encore une fois pour votre attention et vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir.